révérends et révérendes, honorables sénateurs et députés nationaux, bien-aimés frères, chère élite protestante, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, chers compatriotes, shalom. C'est avec beaucoup d'émotion que je me tiens devant vous en ce jour chargé de témoignages pour ma vie. Je viens exprimer mes actions de grâce au Seigneur pour m'avoir permis de sortir vivant de la vallée de l'ombre et de la mort. Mais savoir en vie, après une telle épreuve vécue, n'est que souveraineté divine. Il m'a montré davantage à quel point son amour pour moi est incommensurable. C'est ici l'occasion pour moi de remercier les autorités politico-administratives du pays qui m'ont soutenu et facilité de sortir du pays pour des soins en Israël. J'exprime ma gratitude à l'Église du Christ au Congo qui est restée mobilisée sur l'ensemble du territoire national comme une véritable armée sous le leadership du premier et du deuxième vice-président nationaux ainsi que les présidents provinciaux. Je tiens également à remercier tous les chefs de confessions religieuses pour l'esprit d'unité et de sacrifice dans le travail abattu en faveur de nos populations durant mon absence au pays. Bien-aimés frères et sœurs, bien que l'Église du Christ au Congo passe l'essentiel de son temps à intercéder en faveur du pays, afin que nous menions une existence paisible, elle se questionne aussi sur ce que le Seigneur réserve à notre pays et le rôle que devait jouer son Église en ces temps précis. Elle a ainsi pris son temps pour faire une lecture critique de la scène sociopolitique de notre pays face aux enjeux pertinents de l'heure. Je m'en vais donc vous livrer la communication de l'Église du Christ au Congo sur la situation sociopolitique de notre pays, sa position et les préalables pour les élections de 2023, ainsi que ses propositions de sortie de crise. 1. Lecture de la situation sociopolitique. Marquée par la pandémie à coronavirus, le contexte sociopolitique de l'heure est très difficile pour notre pays. Il convient de reconnaître les efforts menés par les chefs de l'État pour faire valoir sa volonté politique de renforcer l'État des droits. Nous l'encourageons à travailler sans relâche pour l'intérêt supérieur de notre pays. Cependant, beaucoup de choses restent encore à faire, principalement la situation sociale et sécuritaire qui devient intenable pour notre population. Il faudrait le dire clairement, la République démocratique du Congo a besoin d'une solidarité internationale en vue d'arrêter les graves violations des droits humains perpétrées sur notre sol. Il est inacceptable de voir des dizaines de compatriotes massacrés continuellement à l'est du pays sous le regard indifférent de la communauté internationale. Au nom de l'Église du Christ au Congo, je tiens sincèrement à présenter les condoléances à toutes les familles de nos compatriotes et de nos militaires endeuillés par cette barbarie intolérable et continuelle. Nous prions pour que le Seigneur accorde la force et le courage à nos officiers et militaires qui combattent au front pour préserver l'intégrité de notre territoire. L'Église du Christ au Congo a suivi le déroulement des consultations initiées par les chefs de l'État, à l'issue desquelles
est née l'Union sacrée pour la nation, qui se veut une nouvelle vision de gouvernance publique. Il s'en est suivi la reconfiguration de la majorité parlementaire et de la mise en place de nouveaux bureaux des parlements. Elle profite à l'occasion pour féliciter les honorables sénateurs et députés nationaux qui ont pris les bâtons de commandement en ces temps précis pour faire les choses autrement, et c'est dans l'intérêt supérieur de notre nation et de notre peuple. Par ailleurs, elle ne peut pas s'empêcher à questionner les questionnants. La nouvelle majorité s'est-elle mise d'accord sur un agenda commun des actions prioritaires? Quel type de gouvernement l'Union sacrée compte-t-elle mettre sur pied et pour quels résultats? Peut-on finalement espérer voir les promesses politiques se transformer en actions concrètes? Sommes-nous en train de maintenir les équilibres institutionnels de notre régime semi-présidentiel en respectant les principes de séparation des pouvoirs? À la lumière de ce qui précède, il est donc sans nul doute vraisemblable que ces nouveaux paysages politiques placent la République devant une responsabilité historique très pertinente. D'où, en tant que peuple et nation, il nous faut faire preuve d'un sursaut patriotique exceptionnel et d'une conscience collective sans faille. Il nous faut trouver en tout et pour tout un consensus national sur des questions qui nous divisent. Ainsi, nous devons transcender nos clivages naturels, religieux, politiques et idéologiques en vue de cerner les vrais problèmes qui gangrènent notre pays. C'est dans ces conditions que nous pourrions espérer faire des élections crédibles, transparentes et apaisées en 2023. 2. Affirmation sur les élections de 2023. Loin de l'Église du Christ au Congo, l'esprit de vouloir susciter une quelconque polémique sur cette question cruciale qui fait couler encre et salive. Tout en apportant son soutien total au dernier communiqué des confessions religieuses du 20 mars 2023 sur le processus électoral, l'Église du Christ au Congo affirme que les élections crédibles, transparentes et apaisées méritent impérativement se tenir en 2023. Pourquoi? Premièrement, c'est pour respecter la régularité du cycle électoral tel que convenu dans notre pacte social coulé dans la Constitution du 18 février 2006, spécialement en ses articles 70, 103, 105, 197, alinéa 4, 198, alinéa 2, etc. Deuxièmement, c'est pour préserver la légitimité des institutions et de leurs animateurs depuis la base jusqu'au sommet de l'État en vue de garantir la confiance entre dirigeants et dirigés, ce qui pourra favoriser la paix et la sécurité dans notre pays. Troisièmement, c'est pour pérenniser l'alternance démocratique dans notre système politique, gage de renforcement de l'État des droits en République démocratique du Congo, ce qui pourra aider les pays à arriver à une ouverture formelle aux investisseurs étrangers. Cependant, il importe de se demander s'il est possible d'avoir les élections crédibles, transparentes et apaisées en 2023. Quels sont les préalables indispensables à remplir pour avoir ces élections en 2023? 3. Préalables pour les élections crédibles, transparentes et apaisées en 2023. Bien-aimés frères et sœurs, qu'il soit clairement noté que les élections ne sont jamais une fin en soi dans une république. Elles sont plutôt un moyen qui permet à un peuple d'exprimer sa volonté commune
sur la vision de sa société dans le temps et dans l'espace. C'est aussi un mécanisme qui permet aux citoyens d'un État d'apprécier les dirigeants suivant leurs programmes politiques dans la réalisation de leurs rêves collectifs. Pour autant, nous devons tous considérer les élections comme un moyen de rationaliser l'exercice du pouvoir politique par la délimitation du nombre et la durée des mandats politiques. Donc, c'est une question de conscience collective et d'amour du vivre ensemble et non de querelles entre nous. C'est dans cette logique que nous devrions trouver urgemment un consensus national autour des préalables susceptibles de démarrer officiellement et régulièrement le processus électoral de 2023. Car jusqu'à présent, nous ne sommes que dans les débats politiciens sans démarrer formellement le cycle électoral de 2023, d'où il faut trouver le consensus autour des préalables suivants. 1. Formaliser et maintenir les cadres de discussion entre les parlements et les acteurs sociopolitiques non institutionnels en vue d'accompagner le processus de réforme jusqu'au terme. 2. Lever l'option raisonnable sur l'ordre des priorités des réformes substantielles de notre système électoral, a priori statuer sur la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI avant de poursuivre avec les autres réformes sur la loi électorale. 3. Mettre en place la nouvelle équipe dirigeante de la CENI avant la fin de la session parlementaire de mars-juin pour éviter de subir la contrainte de dépassement des délais constitutionnels. 4. Obtenir la publication du calendrier électoral par la nouvelle équipe de la CENI dans un plus bref délai, ce qui permettra à chaque partie prenante de prendre ses responsabilités. 5. Obtenir du gouvernement un plan de budgétisation et de financement du processus électoral de 2023. 6. Lever l'option et commencer la procédure d'identification des électeurs pour dissiper les malentendus autour du paradoxe recensement administratif et recensement électoral. 4e question préalable. Proposition du cap vers 2023. Comme vous le savez, la mission prophétique de l'Église du Christ au Congo ne consiste pas seulement à dénoncer les mauvaises choses ou à soutenir de bonnes initiatives. Elle est aussi et surtout l'exigence de proposer des solutions idoines de sortie des crises dans notre société. À l'heure actuelle, l'Église du Christ au Congo retient 4 problèmes pour lesquels elle a élaboré un programme Horizon 2021-2023 dénommé Cap vers 2023. Problème d'éthique républicaine qui fragilise les leaders politiques congolais. Problème de citoyenneté constitutionnelle qui cause l'ignorance du peuple sur ses droits fondamentaux et sa responsabilité dans le contrôle de la gestion de la chose publique. Problème de crédibilité des processus électoraux qui met en mal la légitimité des institutions et leurs animateurs et menace notre jeune démocratie. Problème d'émergence d'une nouvelle classe politique, spécialement de jeunes, de femmes, qui empêche d'insuffler une nouvelle dynamique dans le leadership politique. Pour répondre systématiquement et objectivement à ces problèmes évoqués, l'Église du Christ au Congo a mis en place un agenda dénommé Cap 2023 qui vous sera dévoilé tout à l'heure par la Commission Justice, Paix, Sauvegarde de la Création. Bien-aimés frères et sœurs, j'exhorte le peuple congolais, les partenaires religieux, les organisations de la société civile, les acteurs politiques et les dirigeants de nos différentes institutions, chacun en ce qui les concerne, de prendre conscience de sa responsabilité dans l'histoire de notre pays. Je prie
que le Seigneur notre Dieu nous accorde sa grâce de relever les défis qui s'imposent à notre nation. Je vous remercie. Nous avons commencé par les problèmes. Comme le président l'a si bien dit, l'agenda commence par poser les problèmes cruciaux de notre société qui méritent un regard attentif, pas seulement de l'Église du Christ au Congo, mais de tous les acteurs importants qui travaillent et qui interviennent dans les secteurs. Le premier problème identifié est celui des crises de leadership. Comme il a été dit, un problème éthique au niveau de tous les sociétaires politiques, ceux qui assument des responsabilités politiques à quelque niveau que ce soit. Ceux qui sont porteurs du contrat social ou ceux qui proposent les contrats sociaux au pays, au sommet jusqu'à la base. L'Église estime qu'après beaucoup d'analyses, des réflexions au niveau de l'élite, des discussions au niveau des organes, notamment les comités exécutifs nationaux, qui est le deuxième organe de l'Église, il en est ressorti la nécessité de travailler sur l'éthique des responsabilités que l'Église du Christ présente comme le patriotisme constitutionnel. Le patriotisme constitutionnel, c'est les concepts présentés par l'Église du Christ au Congo qui veut simplement expliquer, dans un pays comme le nôtre, caractérisé par la pluralité religieuse, ethnique, idéologique, politique, si l'on veut construire ou on veut avoir des hommes d'État, il faut construire le patriotisme, pas sur l'éthique religieuse, pas sur l'éthique idéologique, parce qu'il y en a plusieurs, mais plutôt sur l'éthique constitutionnelle. Donc le patriotisme constitutionnel est le patriotisme qui s'est construit sur la base des valeurs constitutionnelles, qui est le socle de notre vouloir vivre ensemble. Sans cela, on ne saura pas avoir. On peut changer les dirigeants, on peut changer d'animateur, mais si nous ne réglons pas les problèmes dans la politique, dans sa perspective ontologique ou dans sa perspective éthique comme patriotisme constitutionnel, nous ne sortirons pas de la crise. Le deuxième problème, identifié par l'Église du Christ au Congo, est celui de la confiscation de la souveraineté populaire, tel que consacré dans notre Constitution au pied de son article 5. La souveraineté appartient au peuple, pas aux dirigeants, mais au peuple qui élit ses dirigeants, qui dit qu'après tel délai, il faut renouveler les contrats sociaux. Comme le président l'a dit, qui apprécie les dirigeants en fonction de leur programme, de leur offre politique. Et ces peuples, sur qui repose la souveraineté, doivent être en mesure de l'exercer. On peut tout faire, élection soit-elle, mais si nos élections ne sont pas les moyens de permettre au souverain primaire d'exprimer sa volonté, ces élections ne serviront à rien. On ne fait pas des élections pour faire entrer des nouveaux dirigeants ou pour chasser les autres, mais on fait les élections pour permettre aux souverains de désigner ses dirigeants en fonction des enjeux de l'heure, en fonction des intérêts et au regard des programmes proposés qui pourront être des réponses optimales au devenir d'un État. Donc, tant que nous n'allons pas régler le problème de la confiscation de la souveraineté, de l'expression libre du peuple, un terme génériquement utilisé, chacun dit le peuple, mais le seul moyen d'évaluer la volonté du peuple, c'est lorsqu'on passe par des mécanismes constitutionnels, les élections crédibles, transparentes et apaisées, si vous voulez, dans notre contexte. Troisième problème, c'est les déficits de légitimité des institutions et de leurs animateurs. Le président l'a dit, si nous tenons aux élections crédibles, ce n'est pas du chantage, ce n'est pas pour le plaisir des concepts, mais c'est pas
la crédibilité des élections, c'est-à-dire les élections qui obéissent aux normes fixées dans la Constitution et dans les lois du pays. C'est alors qu'on va régler les problèmes de confiance entre les dirigeants et les dirigés. La quête d'obtenir des élections crédibles, transparentes et libres n'est pas pour faire plaisir aux uns et faire du mal aux autres, mais c'est pour permettre que même celui pour qui les candidats ne passent pas président, député, sénateur, qu'ils reconnaissent en celui-là l'autorité qui représente l'État. Tout compte fait, personne ne sera jamais voté à 100%. Même l'élection de Jésus face à Barabbas, vous connaissez la suite, c'est dans la Bible, c'est une élection controversée parce que, curieusement, la majorité avait élu Barabbas à la place de Jésus. C'est la volonté. Et l'autorité publique a dit, on a élu Barabbas, j'aurais bien pensé que ce serait Jésus, mais finalement, c'est Barabbas. La légitimité des institutions, l'ECC estime qu'au-delà d'être une question légale, elle est aussi une question sociologique. Il faut avoir les dirigeants en qui la majorité se reconnaisse. Même si vous ne l'avez pas élu, tant qu'il est président, il est notre président. Vous n'avez pas besoin de montrer votre amour personnel, mais il est ou elle est l'autorité qui représente l'État. Donc il n'y a pas question d'émotion, il y a question d'adhésion à la volonté collective. C'est ce que l'Église appelle la légitimité des institutions et de leurs animateurs, qui est d'ailleurs consacré dans les préambules de notre Constitution. Le quatrième problème est celui de l'absence du contrôle et de la participation citoyenne à la gouvernance publique. La question du rôle ou de la responsabilité de nos citoyens. Parce qu'il est aussi remarqué, excusez, voilà, il est aussi remarqué que la population n'arrive pas à comprendre sa responsabilité dans l'histoire de notre pays. Elle est souvent utilisée pour adhérer à des offres politiques, propagande, sur la base de quelques francs, de quelques billets des banques, quelques biens qu'on va distribuer lors des campagnes électorales, parce que c'est la tribu, il faut voter celui de son clan, de sa tribu, mais le peuple n'évalue pas les conséquences de la gestion du pouvoir politique qui part de sa responsabilité. L'ECC veut simplement dire, nous n'avons pas seulement à avoir des dirigeants, des peuples qui élisent les dirigeants, mais l'ECC voudrait à ce que la population soit aussi les contrôleurs de l'exercice du jeu politique. Il faut que la population soit exigeante, parce que la destination de la politique, c'est le bien-être de la population. Quand nous avons une population moins responsable, qui ne sait pas exiger le respect de ses droits fondamentaux, un peuple qui ne sait pas réclamer ses droits à tous les niveaux, il sera ou elle sera finalement instrumentalisée. Donc ici, l'ECC en appelle à la responsabilité du contrôle. Et là, peut-être nous allons y arriver. Vous avez aujourd'hui, nous avons nos frères, sœurs, députés, sénateurs, lorsque les budgets de l'État se discutent au Parlement, est-ce que les étudiants, les universitaires en prennent part? N'est-ce pas que les budgets est le reflet ou l'expression de la volonté politique d'un régime? C'est à partir même des budgets qu'on peut mesurer le thermomètre de la volonté politique ou l'orientation de l'action politique. Mais est-ce que même dans nos églises, pendant que nous prêchons, pasteur, Nzamba Poussa, mais les débats qui va donner des résolutions déterminantes du devenir de notre pays passent loin du débat des populations. L'Église pense que nous ne devons pas utiliser la population seulement pour élire les dirigeants, mais après avoir donné sa voix aux dirigeants, il faut s'assurer comment est-ce que ma voix est gérée, comment est-ce que le pouvoir que j'ai confié à un sociétaire politique pendant une durée déterminée est géré pour savoir bien évaluer à la fin de l'exercice. C'est cela même l'essence de l'alternance démocratique,
Et non seulement la dimension du contrôle du jeu politique par la population, ici nous allons insister sur les groupes d'action de gouvernance participative qui sera mis en place, c'est pour dire dans les universités, dans les églises, dans les milieux reculés, il faut que les débats sur les questions de l'État soient engagés. Il faut que le peuple suive. Une proposition de loi n'est pas l'affaire simplement, quoique nous soyons dans une démocratie représentative, mais la démocratie représentative découle de la démocratie participative, parce que c'est au nom du peuple que les députés parlent. Mais c'est les députés qui décident. Il doit y avoir l'écho. Il y a même des propositions qui peuvent partir de la base, remonter jusqu'aux organes délibérants. Voilà les 4 problèmes identifiés par l'Église du Christ au Congo. Et nous allons passer au deuxième tableau. La vision. Quelle est la vision que l'Église met en place pour matérialiser les mots du président qui venait d'être rendu public? Construire une citoyenneté collective responsable qui renforce l'exercice de la démocratie et fonde la légitimité des institutions et de leurs animateurs en vue d'une gouvernance rationnelle de la chose publique. C'est ici où vous vous rendez à l'évidence, l'affirmation du président national lorsqu'il dit « les élections n'est pas une fin en soi ». Les élections sont un moyen. Moyen pourquoi? Parce qu'elle doit partir de beaucoup de postulats. Nous voulons construire une citoyenneté collective et responsable. Ce n'est pas seulement l'affaire de 2-4 individus, mais comme nation, comme peuple, il nous faut une citoyenneté collective et responsable. C'est ça la vision de l'ECC. C'est à partir de là qu'on saura renforcer l'exercice de la démocratie. La démocratie, l'ECC ne cesse de le répéter, ne se passe pas seulement dans l'hémicycle, quoique temple de la démocratie, mais ici la conception est celle de la démocratie à la base. On doit commencer à vivre la démocratie de la base au sommet. Raison pour laquelle il faut renforcer les mécanismes démocratiques, les espaces d'échange public, les espaces de discussion sur des questions d'intérêt national. Et c'est en ce moment-là que, par cette voie démocratique qui passerait par les élections crédibles, on peut avoir des institutions légitimement reconnues et leurs animateurs, et par voie de conséquence, nous pouvons assurer une gouvernance rationnelle. Rationnelle parce qu'une gouvernance vérifiée, vérifiable, qu'on peut tester, qu'on peut mettre en cause, qu'on peut critiquer. C'est ça la rationalité de la gouvernance. Pas une gouvernance, quand vous critiquez, on vous jette, on vous insulte, on vous tourne les armes. Ça, ce n'est pas la rationalité d'une gouvernance. L'ECC estime qu'on peut arriver à cela que lorsque nous pouvons avoir ces mécanismes et grâce à la rationalité de la gouvernance, nous pouvons avoir le véritable développement pour notre pays. Le tableau suivant, le troisième, solution. Que faire pour arriver à cette vision proposée par l'ECC? Il y a 4 postulats qui méritent d'être pris en compte. Premier postulat, c'est former un nouvel Adam congolais qui assume sa souveraineté. Voilà déjà la piste de solution. Et le président l'a dit, présentant les problèmes, résoudre le problème éthique de l'homme congolais. Pas seulement des politiques, même des citoyens. C'est là même le travail de l'Église. Quoiqu'on la reconnaît dans les corps de la société civile, mais l'ECC insiste sur le fait que l'Église est une institution ecclésiastique et sociale importante du pays. Et elle a la responsabilité de travailler sur l'éthique publique, la moralité publique, pour assainir l'espace public. En cela, il faut un nouvel Adam. Un nouvel Adam veut dire seulement un homme renouvelé, mais construit sur des valeurs éthiques. Et c'est en cela que chacun comprendra la valeur de la souveraineté individuelle et collective. Deuxième postulat, ouvrir les espaces publics de l'exercice démocratique. Comme nous l'avions dit, c'est une autre solution envisagée par l'ECC,
il faut que l'on trouve dans les milieux, même les plus reculés, les débats autour des questions politiques. Vous savez, quand l'Église aujourd'hui parfois donne sa position, vous entendrez même nos propres fidèles poser la question, Yango, Lingombe, comment vous savez ma politique? Moussala ya Lingombe, ça voté à Liloba, voilà la déresponsabilisation citoyenne, collectivement. Est-ce que l'Église n'est là que pour dire aux gens, non. L'Église a des jeunes, l'Église a des femmes, l'Église a des parents, l'Église a des fonctionnaires, et elle a des députés, elle a des présidents de la République. C'est ça l'avantage. Elle n'est pas une organisation non gouvernementale, tout en respectant le travail que nous faisons avec nos partenaires. Mais nous insistons sur le fait que l'Église est avant tout une institution ecclésiastique et sociale des bases qui construit des structures de base de la société. Et c'est en cela qu'il faut donner l'occasion qui est dans nos églises, parmi nos jeunes, pas seulement des activités spirituelles, récréatives, mais qu'on trouve aussi des jeunes Congolais intellectuels en train de débattre sur les questions de l'avenir du pays. Il n'y a pas que les questions du pouvoir politique. On peut parler des questions de l'environnement. On peut débattre sur les questions de l'exploitation des minéraux au pays. On peut analyser les codes miniers. Est-ce que ça doit être un débat ésotérique réservé à une classe? L'Église dit non. Il faut ouvrir ces espaces. Et parfois même des communautés locales qui vivent où ces minéraux sont exploités ignorent. Vous savez qu'il y a même des Congolais qui n'ont jamais vu le cuivre. Ils ne savent même pas à quoi ça ressemble. Des Congolais qui ne connaissent même pas la géographie de leur pays. Mais ils peuvent vous parler de la guerre mondiale. Ils peuvent vous parler de la France. Voilà, l'Église dit, il faut créer la citoyenneté grâce aux espaces publics, des réflexions, des discussions et d'échanges. Troisième postulat, organiser des éléments crédibles, des élections crédibles et transparentes et apaisées dans les délais constitutionnels. Dans ces cheminements, vous voyez comment l'Église est en train de proposer, quand on va résoudre les problèmes éthiques de l'homme, dirigé comme dirigeant, au travers d'une éducation civique poussée, des enseignements, des sensibilisations, on va avoir des hommes en mesure de faire des débats de haut niveau dans les espaces publics. C'est alors que les élections auront leur sens. La corruption électorale ne commence pas seulement quand on donne de l'argent ou quand la CENI rend ses résultats. La corruption électorale commence même dans la conception des élections de la population. Comment la population elle-même est préparée aux élections? Comment les comprend-elle? L'éducation civique électorale. Pour nous, c'est la priorité des priorités. Deuxième axe d'intervention, portant ensemble avec d'autres partenaires, et c'est cela aussi les gages pour assurer la transparence des élections. Dernier tableau, les plaidoyers sur des réformes pertinentes. Je crois que vous avez suivi dans les mots un débat qui s'est invité, à savoir est-ce que les CC aussi veut la désignation avant ou après. Je crois que l'autorité a déjà donné la réponse à cela. Mais nous voulons ici insister sur le fait que les réformes pour l'Église du Christ au Congo ne se limitent pas seulement à la désignation des animateurs. Nous avons fait un travail très important avec les amis de la société civile dans un consortium important. Aujourd'hui, il a été produit les référentiels qui proposent les réformes tant sur la loi organique que sur la loi électorale. Nous, je crois que le président a donné ses préalables d'avoir un cadre permanent de discussion avec les parlements et les animateurs non institutionnels, donc la société civile ou autres, pour justement aller dans ces débats. Et ce travail mérite un plaidoyer. C'est pourquoi il est prévu un plaidoyer de haut niveau où le président, son Excellence lui-même, le président national de l'ECC, sera impliqué, ses adjoints, la modération, les provinciaux, dans un plaidoyer, comme j'insiste, qui ne va pas s'arrêter à la désignation, mais jusqu'à la fin, parce qu'on peut faire les réformes, même jusqu'à la veille du vote ou voilà, du vote. Donc, il y aura un travail de plaidoyer, mais comme je l'ai dit encore une fois, nous travaillons en partenariat avec les autres. Sûrement, l'autorité appréciera comment orienter ce travail qui relève pas seulement au niveau national, même au niveau international,
pas seulement des réformes électorales, parce que vous savez que dans les réformes électorales, il y a beaucoup de dimensions, même des réformes judiciaires, parce qu'il y a des questions aussi qui sont soumises à ce niveau-là, sur les traitements des contentieux, les juridictions qui ont la compétence de connaître ces questions, et même des questions liées à la sécurité, à la paix. Tout ça rentre dans la bagatelle des réformes ou du plaidoyer. Et même la question des financements, le président l'a dit, jusque-là, l'option n'est pas levée sur le budget et sur les plans de financement. Nous sommes déjà à 2 ans du mandat et nous courons, on discute de tout. Trouver l'animateur, président CENI, mais on ne discute pas sur le budget. C'est des options à lever et là, c'est un terrain de plaidoyer que l'Église va aussi mener. Ici, c'est les détails, je ne sais pas si vraiment il faut entrer, je crois que j'étais en train d'expliquer. Ça, c'est juste donner les contenus. Quand nous disons, par exemple, éducation civique électorale, voilà, nous allons parler, il y aura des étapes. Il y aura un travail de consultation de l'élite protestante sur le processus électoral. Donc, après, quand nous allons démarrer notre calendrier, un grand travail sera fait avec l'élite protestante sur l'éducation civique. Donc, il y aura des consultations au niveau national, au niveau provincial. Nous descendrons en province, dans nos différentes 26 provinces, parce que la commission justice et paix est établie dans les ressorts de l'ECC, et donc nous sommes dans les 26 provinces de notre pays. Il y aura des ateliers d'élaboration du matériel d'éducation civique et électorale et de l'observation des élections, les kits et tout le reste. Ça aussi, c'est une autre étape qui va accompagner l'éducation. Il y aura la campagne d'éducation civique, électorale, vulgarisation des réformes proposées pour l'appropriation à la base. Donc vous voyez que pour nous, les réformes, ce n'est pas seulement crier vers les législateurs, mais aussi une campagne prévue pour essayer de donner l'appropriation à la base de ces combats sur les réformes. La formation des jeunes, des femmes, comme il a été dit, il y aura un atelier de structuration des constitutions et de redynamisation des GAGP. GAGP, c'est les groupes d'action de gouvernance participative. C'est ce qui sera mis dans les 26 provinces, en commençant par Kinshasa. Ça sera dans les universités, ça sera dans nos églises, ça sera dans les milieux reculés, où on permettra ces espaces publics d'échange, c'est ce qu'on appelle GAGP. Formation des formateurs, des animateurs d'éducation civique et électorale, et des observateurs des élections au niveau national. Ça, ce sont les étapes. Nous allons passer à l'étape observation électorale. Nous avons insisté sur le recensement. L'Église sera très regardante et attend impatiemment le travail. Dès qu'on va donner le go, nous allons commencer par là. Il y aura des ateliers d'évaluation de notre mission d'observation électorale. Depuis 2006, 2011, 2018, à l'interne, ça a déjà été fait. Nous allons revenir parce que nous attendons aussi. Après la mise en place de la CENI, l'Église va demander une évaluation du processus électoral de 2018 qui n'est pas encore faite jusque-là avec la nouvelle équipe de la CENI. Parce qu'il faut tirer aussi, au-delà du rapport qui n'est pas encore aussi examiné au niveau du Parlement, il faut revenir sur ça. L'atelier d'élaboration des cahiers des charges pour les élections. Voilà, ça je crois que ce sont les détails. Lorsque nous allons mettre à votre disposition, vous allez trouver tous ces éléments. Voilà, je pense que l'essentiel a été dit. Merci pour votre attention. Merci pour votre intervention. Maintenant, après le mot du président. Bon, disons, c'était une journée de communication où le président national de l'Église du Christ au Congo, après son retour au pays, vous savez qu'il a fait 5 mois d'absence au pays pour des raisons de soins de santé. Il était en Israël, ce qui a été pour nous un sujet de prière. Alors, à son retour, dans les cadres de sa mission prophétique qu'il porte en tant qu'organe de l'Église, donc le président, il a dû communiquer pour dépeindre d'abord la situation sociale et politique du pays et faire la lecture de l'ECC et puis faire des propositions de sortie de crise. Donc en substance, il a appuyé l'option d'avoir des élections en 2023. Il a encouragé le chef de l'État, les gouvernements pour les efforts qu'ils sont en train de déployer pour essayer de faire avancer les choses. Et il a aussi signalé quelques préalables qui sont importants à être considérés si nous voulons réellement avoir ces élections en 2023. Et en tout, il a
il a dit au nom de l'Église du Christ au Congo que nous devons obtenir des consensus ou un consensus clair autour des questions majeures pour avoir des élections crédibles, transparentes et apaisées en 2023. Nous sommes en 2021. Pour l'Église du Christ au Congo, ce sont les élections qui sont une priorité ou c'est d'abord la population qui doit l'intéresser, donc le social et y compris le tout. Donc c'est les élections qui priment ou... Dans la présentation de l'agenda de l'ECC, je pense que vous avez suivi. D'ailleurs, le président a commencé par rappeler que les élections n'étaient pas une fin en soi. Donc si nous avons des élections, c'est juste un moyen qui doit permettre à une république, à un État, d'asseoir ou de construire sa volonté collective sur les rêves qu'il a de son devenir. Donc nous ne sommes pas dans la logique de penser que l'élection serait un impératif par rapport au développement d'un pays. Mais le développement d'un pays inclut aussi les élections. Donc pour les CC, l'agenda prend en compte beaucoup d'aspects, notamment le civisme. Il a insisté sur la construction du patriotisme constitutionnel lorsqu'il dépeint le tableau sur le leadership de l'homme politique congolais et la responsabilité citoyenne du peuple congolais. Donc les deux pôles sont importants à être considérés. Nous devons voir comment aider les leaders politiques congolais à avoir une éthique de responsabilité que l'ECC qualifie de patriotisme constitutionnel, mais aussi construire une citoyenneté collective et responsable au niveau de la population. Ce n'est que dans ces conditions réunies que nous pouvons espérer avoir de très bonnes élections. Et donc, il faut séparer la question sociale du peuple et la question électorale, parce que les élections rentrent dans le système normal et rationnel d'une république s'il faut avoir des institutions légitimes et des animateurs en communion avec les dirigeants. Comment l'ECC perçoit aujourd'hui les réformes proposées par les partis prenants? L'ECC elle-même a milité dans le sens d'avoir des réformes. Je rappelle ici que l'ECC n'est pas écarté du schéma des réformes. Nous avons été partie prenante dans la réflexion sur les réformes. Je vous rappelle que la commission justice, paix et sauvegarde de la création, que j'ai eu l'honneur de représenter à tous ces niveaux, a travaillé d'arrache-pied avec les autres partenaires de la société civile. Donc pour nous, les réformes restent prioritaires, mais l'ECC insiste sur le fait de dire que les réformes ne doivent pas aussi devenir un concept générique et source de tension. Nous devons nous convenir comme nation, comme peuple, trouver un consensus entre les animateurs des institutions, les acteurs sociopolitiques extra-institutionnels, suivant un ordre qui pourra s'accepter. Nous ne disons pas ici qu'il faudrait ignorer le travail du Parlement. Non, nous sommes d'avis et nous sommes républicains, nous respectons nos institutions telles qu'établies, mais l'appel du président était de mettre un cadre de dialogue permanent entre le Parlement. Vous savez que le président de l'Assemblée nationale est venu vers nous, nous espérons que celui du Sénat le fera aussi. Et dans ces dires, le président Bosso a insisté sur la nécessité de garder un cadre dialogique entre les institutions dont il a la charge de piloter et la société civile exceptionnellement confessionnelle. Merci.